Bienvenue pour notre exploration du jour. On va plonger dans un sujet assez fascinant et parfois un peu déroutant, nos propres pensées. Oui, un sujet universel. Exactement. Qui n'a jamais eu cette sensation d'avoir comme un petit singe qui n'arrête pas de sauter partout dans la tête? On parle parfois d'esprit de singe. C'était mentionné dans une brochure du chez H&E. C'est une image très parlante, oui. Ou ce besoin de clarté mentale. Voilà. Comme le disait quelqu'un sur Reddit, cette aspiration à calmer un peu tout ce bruit à l'intérieur. Tout à fait. Notre esprit, il produit sans cesse. C'est sa fonction. Des pensées, des images, des idées. Mais c'est pas toujours très ordonné. Ça peut être source de stress ou juste nous empêcher de nous concentrer. C'est ça. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir si on peut mieux comprendre ce monde intérieur. On va regarder un peu partout, la psycho, le coaching, la pleine conscience, même des témoignages. On a brassé pas mal de sources, en effet. Des articles de psychologues sur le TOC ou les erreurs de pensée, des conseils de coach comme Sordis, des guides sur la pleine conscience chez H&E, ACSM Québec, une étude sur l'ennui, des fils de discussion Reddit, des textes de développement personnel de Slow Life, Ulaval, Workplace Strategies. Un beau programme, hein. L'objectif, c'est pas juste de lister. C'est chercher les idées clés, les astuces pratiques, peut-être des choses un peu surprenantes sur comment on pourrait mieux naviguer tout ça. Ok, super. Alors, commençons par le début. Pourquoi on voudrait maîtriser nos pensées au juste? Qu'est-ce qui nous pousse à ça? Les sources donnent plusieurs pistes. Oui, par exemple, le coach Sordis dit que c'est d'abord pour mieux se connaître soi-même, et puis c'est hyper important pour gérer nos émotions. Workplace Strategies et Sordis insistent là-dessus. Nos pensées, c'est un peu le carburant de ce qu'on ressent. Ah oui, ce lien pensée-émotion-comportement, c'est vraiment fondamental. Workplace Strategies l'explique bien. Une pensée même très rapide, même inconsciente, elle peut déclencher une émotion. Et cette émotion ensuite, elle a un impact sur notre corps, sur nos actions. La tristesse peut nous donner envie de nous isoler, la colère nous fait réagir vivement, la peur nous agiter. Comprendre ça, c'est la base, en fait, de l'intelligence émotionnelle, pour soi et pour mieux comprendre les autres aussi. C'est fou comme tout est lié finalement. Et il y a d'autres raisons qui reviennent, non? Comme améliorer sa concentration, sa créativité. Quelqu'un en parlait sur Reddit. Oui, et aussi, bien sûr, réduire le stress, l'anxiété qui viennent de toutes ces pensées négatives qu'on ressasse. Ça, l'Université Laval et la SCM Québec le soulignent bien. Sans oublier le besoin parfois de faire face à des pensées vraiment difficiles ou intrusives. Le psychologue Nicolas Sarrazin en parle. Exactement. Ou même, plus simplement, le désir de prendre des décisions l'esprit clair, comme le dit Sordis. L'Ulaval est très clair. Ce discours intérieur critique, inquiet, ça crée directement du stress. Donc l'enjeu est important pour le bien-être. D'accord, l'enjeu est clair. Mais alors, la grande question, est-ce qu'on peut vraiment contrôler ce qui nous passe par la tête? On a souvent cette impression, non? Nicolas Sarrazin note qu'on peut choisir de se concentrer sur un truc, de réfléchir, de parler de façon logique. C'est vrai qu'on a cette capacité. On peut diriger notre attention, engager une réflexion volontaire. Ça donne une impression de contrôle. Mais ce contrôle, il est loin d'être total. Une énorme partie de notre activité mentale, elle est spontanée. Les pensées surgissent, des associations se font, des souvenirs reviennent, sans qu'on ait rien demandé. Et Sarrazin dit un truc super important, je trouve. Une pensée, ce n'est qu'une pensée. Elle peut être fausse, absurde, sans aucun rapport avec qui on est vraiment, même si elle fait peur. Il prend l'exemple des pensées intrusives dans le TOC. Exactement, les obsessions, c'est un très bon exemple. Sarrazin explique que tout le monde a des pensées étranges, parfois dérangeantes. La vraie différence pour quelqu'un qui souffre de TOC, c'est pas la pensée elle-même. C'est la réaction. C'est la réaction, oui. L'inquiétude énorme, l'anxiété que ça déclenche, et ce besoin urgent de faire quelque chose contre cette pensée, de la neutraliser en quelque sorte. Mais alors, si on essaye justement de lutter contre, de la chasser, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un piège. Ah ben oui, un sacré piège. C'est le fameux effet paradoxal. On parle aussi de théorie des processus ironiques de Wagner. Sarrazin en parle, et l'étude de Majot sur l'ennui l'illustre très bien. L'effet paradoxal. En gros, plus tu essayes activement de supprimer une pensée, surtout une pensée non désirée, comme l'ennui, une inquiétude, une obsession, plus elle a tendance à revenir, et même plus fort. L'étude sur l'ennui, c'est ça. Ceux qui ne devaient pas penser à leur ennui finissaient par s'ennuyer plus que les autres. C'est dingue. Le mécanisme est ironique. Parce que pour ne pas penser à X, ton cerveau est obligé de surveiller si X arrive. Du coup, X reste actif sous les projecteurs.
L'histoire de l'éléphant rose qu'il ne faut pas imaginer. C'est exactement ça. Et pour le TOC, Sarrazin explique que toutes les tentatives pour contrôler l'obsession, la chasser, se distraire à fond, l'analyser, se rassurer sans arrêt, ça devient des compulsions et ça renforce le problème au lieu de le résoudre. Donc la lutte frontale, c'est pas la bonne stratégie d'ailleurs. Pour le TOC, il recommande l'exposition avec prévention de la réponse qui vise justement à arrêter de lutter. C'est assez contre-intuitif. Carrément. Alors, si essayer de contrôler directement, c'est un piège, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les alternatives? Eh bien, c'est là qu'on voit émerger d'autres approches. Des approches qui proposent de changer notre relation à nos pensées, plutôt que de les combattre. Ah, intéressant. Sordi's Life Coach parle de 3 clés. Méditation, pleine conscience et philosophie. Pour la méditation, il dit que ça peut être simple, juste prendre le temps de respirer, faire une pause, même 5 minutes par jour. Pas forcément un truc spirituel. Oui, créer un espace. Et Slow Life ajoute, l'idée c'est d'observer les pensées qui passent, un peu comme des nuages, sans s'y accrocher, sans les juger. Et ça, l'observation sans jugement, c'est absolument crucial. C'est ça qui désamorce le piège paradoxal. On ne cherche plus à éliminer la pensée, mais on la voit pour ce qu'elle est, juste un événement mental qui passe. Ça n'a pas plus de pouvoir que ça. D'accord. C'est vraiment au cœur de la pleine conscience et aussi de thérapies comme l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement que mentionne Psychom. Accepter les pensées difficiles pour mieux agir selon ce qui est important pour nous. Alors, la pleine conscience ou mindfulness. Cheo et l'ASM Québec disent que c'est porter son attention exprès sur le moment présent, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, nos sensations, mais sans jugement. J'aime bien leur image, la différence entre avoir l'esprit plein, mindful, agité, et l'esprit présent, mindful. C'est une bonne image, oui. Et les bénéfices qu'ils citent sont nombreux. Ça aide à se calmer, à gérer le stress, ça améliore l'humeur, la concentration. Ça rejoint exactement les motivations dont on parlait au début, en fait. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que ça peut se pratiquer de manière très simple au quotidien. Oui, CHEO et l'ACM Québec donnent des exemples très simples. Sentir l'eau sous la douche, écouter les bruits en marchant, savourer son repas. Juste être là, avec ses sens. CHEO propose aussi des petits exercices, se concentrer sur sa respiration, faire une mini-pause de 30 secondes pour se recentrer. Les grands principes, c'est observer, prendre conscience, accepter sans juger, être bienveillante avec soi-même et juste ramener doucement son attention quand elle part sans se critiquer. Et la troisième clé de Sordise, la philosophie, notamment le stoïcisme, Marc Aurèle, Épictète, ça offre une autre perspective très complémentaire. C'est-à-dire? L'idée de base, c'est de faire le tri. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi? Mes réactions, mes jugements, mes actions. Et qu'est-ce qui n'en dépend pas? Les événements extérieurs et souvent l'arrivée spontanée de mes pensées. Se concentrer là où on a une marge de manœuvre, accepter le reste. C'est une forme de recadrage mental hyper puissante. D'accord. Donc, que ce soit méditation, pleine conscience ou philosophie stoïcienne, l'idée, c'est moins de faire taire les pensées que d'apprendre à vivre avec de façon plus apaisée en leur donnant moins de pouvoir. C'est exactement ça. Changer la relation. Mais ok, l'acceptation, l'observation, c'est une voie. Mais est-ce qu'il y a aussi des outils pour agir plus directement sur le contenu des pensées, quand elles sont vraiment négatives ou tordues? Oui, bien sûr. Et là, on entre dans le domaine des stratégies cognitives et comportementales. L'objectif, c'est d'identifier et de modifier activement les schémas de pensée qui nous plombent. L'Université Laval, par exemple, parle beaucoup des distorsions cognitives. Ah oui? Les fameuses erreurs de pensée, les pièges mentaux. Laval en liste plein. Le tout ou rien, c'est parfait ou c'est nul. La généralisation, un échec et hop, je suis nul en tout. Le filtre, ne voir que le négatif. Rejeter le positif, oh c'était juste de la chance. Tirer des conclusions trop vite, dramatiser, se sentir responsable de tout. C'est utile de savoir les reconnaître. Tout à fait. Et une fois qu'on les repère, Laval propose une méthode simple, en 4 étapes. D'abord, identifier l'émotion désagréable. Stress, tristesse, colère. Ok. Ensuite, identifier la pensée qui semble liée à cette émotion. Troisième étape, l'analyse critique. Est-ce que cette pensée est vraiment réaliste? C'est un fait ou une interprétation? Y a-t-il d'autres manières de voir? Des preuves contraires? Prendre du recul. Exactement. Et enfin, essayer de nuancer, de reformuler. Est-ce que c'est utile de penser ça? Et si grave?
Qu'est-ce que je dirais à une amie dans cette situation? Qu'est-ce qui serait plus constructif pour moi? C'est comme engager un dialogue interne, mais de façon structurée. Ça fait penser au TCC, les thérapies comportementales et cognitives, non? Psychome les décrit comme ça, des approches validées, souvent courtes, centrées sur l'interaction, pensée, émotion, comportement, dans les problèmes actuels. C'est tout à fait ça. Les TCC, c'est un peu comme devenir un détective sympa de son propre esprit. Psychome explique bien le jeu. C'est collaboratif, avec un thérapeute, on identifie les cercles vicieux, genre pensée anxieuse, moins évitement, renforcement de l'anxiété, on fixe des buts clairs et on fait des exercices concrets entre les séances pour apprendre à penser et agir autrement. D'exercices de quel type? Ça peut être comportemental, s'exposer doucement à ce qui fait peur, cognitif, comme questionner ses pensées, émotionnel ou même corporel. Le but, c'est vraiment de casser ces boucles qui nous enferment. D'accord. Et Lulaval suggère aussi d'évaluer ses inquiétudes. Est-ce que ce que je crains a de bonnes chances d'arriver? Et si ça arrivait, est-ce que ce serait vraiment la fin du monde ou est-ce que je pourrais gérer? On se rend souvent compte qu'on imagine le pire ou qu'on sous-estime nos forces. Et un point super important que Lulaval souligne, c'est l'autocompassion dans tout ça. C'est pas forcément naturel pour tout le monde, mais se traiter avec la même gentillesse qu'on aurait pour un ami, c'est essentiel. L'autocompassion. Oui. Se fixer des buts réalistes, arrêter la comparaison permanente, accepter les erreurs comme des étapes et voir le coût de l'exigence excessive, l'épuisement, la perte de plaisir. C'est vraiment un complément indispensable aux techniques purement cognitives. Accepter, observer, questionner, être plus doux avec soi. On commence à voir une belle boîte à outils mentale. Mais les sources parlaient aussi d'autres choses, plus pratiques, qui aident à avoir l'esprit clair. Tenir un journal, par exemple. Slow Life et un utilisateur Reddit disaient que ça aide à vider son esprit, à réfléchir. Oui, l'écriture, ça permet d'extérioriser, de mettre de l'ordre, de voir les choses avec un peu plus de distance. Très utile. Et puis, il y a la routine, la structure. Slow Life suggère de planifier un peu sa journée, de prioriser pour pas se sentir débordé. Sur Reddit, on parlait de routine matinale, du Miracle Morning. Slow Life dit aussi d'intégrer des moments de pause consciente. Lire, parler, juste respirer. Avoir une certaine structure, ça peut clairement réduire l'incertitude et l'anxiété, et donc libérer de l'espace mental. Et après, il y a les bases du bien-être physique qui ont un impact énorme sur le mental. Ah oui, le sommeil, essentiel, disait-il sur Reddit. L'alimentation aussi. Et bouger, l'exercice physique. Slow Life, Reddit, tous disent que ça aide énormément pour les pensées et le stress. Aller courir, par exemple. C'est clair. Difficile d'avoir les idées claires quand on est crevé ou qu'on mange mal. Un autre point qui revenait beaucoup sur Reddit, les distractions permanentes, surtout les écrans. Limiter ce temps, éviter de sauter d'une chose à l'autre. Cherreau conseille aussi d'éviter le multitâche, de faire une chose à la fois. Notre cerveau n'est pas fait pour ça, en fait. C'est un vrai défi aujourd'hui, ça. Notre attention est tirée dans tous les sens. Réapprendre à se concentrer, à être vraiment là, c'est précieux pour la clarté d'esprit. Et pour finir avec ces astuces pratiques, Slow Life mentionne les loisirs créatifs, peinture, musique, cuisine, pour canaliser son énergie, se changer les idées, et les balades dans la nature aussi, très populaires sur Reddit. Bien sûr. Sordis donne même l'exemple de Bill Gates qui s'isole une semaine par an, juste pour penser. Ok. En fait, tous ces éléments, sommeil, nourriture, exercice, routine, moins de distractions, loisirs, nature, temps de réflexion, c'est comme un écosystème pour notre esprit. Ils n'agissent pas directement sur une pensée, mais ils créent un environnement, un état général plus favorable à un esprit calme et fort. C'est une approche plus globale, mais tout aussi cruciale. Ok, alors si on essaye de résumer un peu tout ça. L'idée de maîtriser ses pensées, dans le sens de les contrôler parfaitement, c'est peut-être une illusion, et même pas forcément une bonne idée vu l'effet paradoxal. C'est ça. Tenter de les supprimer, ça peut même les renforcer. Par contre, ce qui semble le plus porteur, c'est de changer notre regard, développer cette capacité à observer ce qui se passe dans notre tête avec curiosité et bienveillance, sans forcément juger, comme le propose la pleine conscience. Apprendre à accepter que des pensées désagréables peuvent être là sans qu'elles prennent toute la place ou dictent nos réactions. Et on peut compléter ça avec des outils plus cognitifs pour identifier et remettre en question nos pensées les plus tordues. Et tout ça soutenu par des bonnes habitudes de vie, sommeil, exercice, structure, pause, qui nourrissent notre équilibre général. Finalement, comme dit Sordis, la clé est en nous, dans notre façon de voir et d'agir. Exactement. Et peut-être
pour finir, une petite idée à laisser infuser. Plutôt que de vouloir à tout prix désherber notre esprit, arracher chaque pensée jugée mauvaise, si on essayait plutôt de cultiver un jardin mental plus riche, plus résilient. Un jardin mental, j'aime bien l'image. Oui, un espace où on apprend à reconnaître les mauvaises herbes passagères pour ce qu'elles sont,